Bonjour. Donc effectivement, j'avais envie de réagir à ce que j'ai entendu ce matin, mais avant, juste une précision, puisque le titre qui est accolé à mon nom est professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. En fait, le CNAM est un établissement d'enseignement supérieur qui est un peu particulier, comme vous le savez peut-être ou sans doute, puisque les enseignants-chercheurs du CNAM ont tous un double profil, à la fois un profil de professionnel et un profil universitaire. Dans mon cas et dans une vie antérieure, j'étais sensible parce qu'on évoquait ce matin les relations entre le domaine sanitaire et le domaine social et médico-social. Dans une vie antérieure, j'étais infirmier de secteur psychiatrique et donc je viens plutôt du champ de la santé et j'étais titulaire de la chaire de travail social et non pas de la chaire système de santé. Et c'est important de se rappeler ça pour un peu pour l'histoire et pour le fun, hein, puisque la première personne qui a créé la chaire de travail social au CNAM, c'était Brigitte Bouquet. Et elle avait une double formation et un double diplôme, à la fois d'infirmière et d'assistante de service social. Donc il y a des liens historiques très anciens entre ces deux mondes. Et on a l'impression qu'au fil du temps, mais peut-être qu'on reviendra un peu sur les évolutions historiques, on a l'impression qu'au fil du temps, les identités professionnelles se sont resserrées. Si je suis assistant de service social, je ne suis pas conseiller en économie sociale et familiale. Et je ne suis pas, évidemment, éducateur. Et je ne suis pas infirmière. Donc, mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus large des questions sociales et médico-sociales. Et j'en veux pour preuve, ça aussi, on a l'impression que l'histoire est faite d'un système de balancier. C'est qu'aujourd'hui, surtout avec la loi santé, celle de 2016, mais surtout celle de 2019, qui entérine la notion d'approche globale, qu'on va retrouver d'ailleurs dans différents domaines, hein, dans les dispositifs en particulier. Cette notion d'approche globale nous amène à nouveau à nous interroger sur ce que signifient les cloisonnements en question. Ça a été aussi évoqué ce matin. Et je pense que du coup, il y a un débat dans notre secteur qui repart sur cette question-là, à savoir finalement quel est le principe englobant, le principe qui nous permet de comprendre la façon d'aider les personnes en difficulté. Et je dirais il y a deux entrées possibles. Il y a une entrée qui s'est voulu articuler spécifiquement sur la question du travail social et de l'intervention sociale, qui en gros, ce qui englobe, c'est la notion de cohésion sociale. D'ailleurs, on va retrouver la notion de cohésion sociale dans les appellations, notamment de la DGCS, etc. Et à l'intérieur de cette logique de cohésion sociale, les questions de santé apparaissent comme une déclinaison de cet objectif premier, qui est d'affirmer le principe de solidarité ou essentiellement les valeurs démocratiques. Mais il y a une deuxième entrée, plus familière aux anglo-saxons, plus familière aux Canadiens, plus à l'étranger en général, qui est une conception extensive du concept de santé, et qui fait que on dira finalement que le principe englobant, c'est la santé, pas au sens pur du sanitaire, mais au sens de la charte d'Ottawa, c'est-à-dire tout ce qui contribue au bien-être des personnes dans leur environnement. Et aujourd'hui, avec un certain nombre d'évolutions qui ont été plus ou moins bien vécues par les professionnels, hein. J'ai en tête, après la création de l'ANESM, le passage, j'allais dire sous la coupe, c'est faux, mais en tout cas, dans le champ de compétences de la Haute Autorité de Santé, fait que, par exemple, il y a pu y avoir le sentiment qu'on était plus intégré à une logique de santé publique. Bon. Et ces flottements, on les a à l'œuvre, on n'est quand même pas très loin géographiquement de l'EHESP, on les retrouve aussi dans la façon de dire le CAFDES, il est chapeauté, on pourrait dire ça comme ça, par le NSP. Je dis en tant que cafdésien, donc c'est pas pour dire du mal des cafdésiens, mais c'est le signe, si vous voulez, d'une certaine indécision dans le positionnement
du secteur social et médico-social. Et le fait d'avoir une approche intégrée, on va dire, entre le sanitaire, le social et médico-social, je trouve que c'est un signe des temps et qui peut-être nous fait revenir aux origines même du travail social et aux liens historiques qu'il y a eu entre les infirmières visiteuses de l'enfance, les infirmières visiteuses de la tuberculose dans les années 20 et la profession d'assistant de service social qui n'en est que la dérivation. Enfin, bon. Donc vous voyez, en présentant les choses comme ça, cela interroge d'emblée la question des identités, des frontières, des mondes complètement séparés. Et c'est pour ça que ce matin, ça m'a plutôt fait plaisir d'entendre des choses qui me faisaient penser que ça allait plutôt dans le sens de l'ouverture et de la transversalité. Mais pourquoi il faut aller dans ce sens-là? Je vais revenir sur des points de ce matin, mais que souvent on considère, on se focalise beaucoup sur nos professions. Et par exemple, on va dire, il est important d'avoir des identités claires, ce qui favorisera d'autant plus le fait de travailler avec les autres. Mais on dira aussi qu'il faut développer les ouvertures, etc. On raisonne de cette façon-là, je dirais, dans une logique de sociologie des professions. Or, le problème, je vais dire, il n'est pas celui-là, il n'est pas que celui-là. Le problème, c'est comment on définit la finalité de nos activités d'aide à autrui, au sens large du terme. Comment on définit ces finalités? Et j'irai plus loin, comment on se représente les personnes dont on s'occupe. Et c'est là-dessus que ça se joue, en fait. C'est pas tellement que... Vous avez suivi certainement, notamment dans les ASH, les débats sur, j'allais dire, le mythe, ça a été présenté comme ça d'ailleurs à une époque, le mythe du travailleur social unique. Ou en tout cas les risques de dissolution des identités professionnelles. Mais le problème, c'est surtout les personnes dont on s'occupe. Et les personnes dont on s'occupe, là, il y a un vrai problème de choix quasiment philosophique. C'est-à-dire que soit on considère que la catégorisation des publics est utile à leur compréhension, et dans ce cas-là, je vais dire, j'ai besoin de savoir dans quelle catégorie les personnes se trouvent, parce que ça va me permettre de développer des modalités d'orientation. Un des problèmes du secteur, par exemple, c'est justement de savoir quelle est la différence, c'est les pièges qu'on peut poser à des jeunes professionnels, quelle est la différence entre un IME, un ITEP, une MEX, accessoirement un hôpital de jour. Vous avez la réponse qu'on apprend, ou qu'on enseigne, elle est à peu près claire. Dans la réalité, je le dis parce que sauf que j'étais administrateur d'une association qui gère d'ailleurs deux MEX, dans la réalité, les frontières ne sont pas aussi nettes que ça. Donc, soit je considère que la catégorisation des publics est la base de la distinction des champs de compétences et donc des métiers, soit je considère qu'en réalité, ces catégorisations ont une portée limitée, et en fait, je m'occupe de personnes qui sont en galère, en difficulté, qui sont des personnes avant tout. Et à ce moment-là, si j'interviens auprès de personnes qui peuvent avoir des difficultés, d'une part, fluctuantes, on peut avoir des périodes de crise aiguë, etc., mais mouvantes, et avec des profils qu'on n'arrive pas toujours à bien cerner. Illustration de ça, la notion de cas complexe, c'est devenu quelque chose de fortement mis en avant. À ce moment-là, la démarche va être nécessairement différente. On va s'interroger sur les compétences nécessaires pour intervenir auprès de publics en difficulté, mais pas avec un système de correspondance étroite terme à terme. Et vous voyez, il y a un exemple. Ce matin, j'ai entendu le mot AMP, ça m'a fait drôle parce que bon, depuis la création du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, on ne parle plus d'AMP puisqu'il y a une fusion, comme vous le savez. Mais on se rappellera, c'est un très bon exemple, on se rappellera comment a été créée la catégorie d'AMP. À l'époque où Tosquelles, à Saint-Alban, se préoccupe de former des professionnels vraiment plus à même d'intervenir auprès de, on va dire, d'adultes polyhandicapés, c'est la traduction qu'on va donner,
on a, au début des années 90, un montage qui est très typique du secteur, c'est-à-dire que j'identifie des publics sur lesquels on n'est pas très bon pour intervenir, notamment des adultes polyhandicapés, parce qu'on les avait mis auparavant dans des services de longue durée d'hôpital psychiatrique. Moi, j'ai commencé ma carrière en 70 à l'hôpital, j'y ai pensé ce matin, à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur à Caen. Et donc j'étais quand même assez jeune hein, à l'époque. Et je travaillais dans un service de gâteux. Et je me rappelle que la bonne sœur, qui était directrice de l'école d'infirmière, disait il faut nettoyer les gâteux sitôt qu'ils sont gâtés. En clair, vous voyez ce que ça voulait dire. Hein. Mais donc, les gâteux, après vous avez les éducables, les semi-éducables, enfin vous avez toute la hiérarchie, toute la panoplie de d'habitude. Donc, les AMP ont été, j'allais dire, construits. Oui, c'est une catégorie professionnelle qui est construite pour un type de public particulier et pour un type de structure particulière. Parce que tout à l'heure, il y a une personne qui disait qu'elle était directrice d'une masse. C'est la masse, quoi. Donc il y avait une espèce de logique très claire. J'identifie une catégorie de public. Je mets en avant des réponses institutionnelles qui soient clairement bien identifiées pour un public homogène. Hein. On va essayer de faire qu'il soit homogène. Et ensuite, je crée cette catégorie professionnelle. Et vous voyez comment les choses ont évolué depuis avec le diplôme d'AES. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé ma carrière comme formateur dans une école d'éducateurs et on s'était lancé dans la formation d'AMP, justement. Et puis, il y avait quelque chose qui ne collait pas bien, quoi. De plus en plus, on voyait des structures qui n'avaient rien à voir avec le film qui recrutaient des AMP. En tout cas, un des problèmes, ça a commencé par les moniteurs éducateurs, c'est est-ce qu'on peut... Je suis directeur d'une équipe de prévention spécialisée, est-ce que je peux recruter un AMP ou une AMP pour la prévention spécialisée? Réponse de l'époque, non, c'est interdit. Et même plus que ça, on interdisait aux élèves éducateurs de faire des stages dans un type de structure qui ne correspondait pas à leur champ de compétences professionnelles. Donc, interdiction d'aller en masse, par exemple. Et tout ça, ça a énormément évolué. Et puis, progressivement, vous voyez comment ça a amené finalement à dire, non, AMP, c'est, à l'époque hein, des anciennes classifications, AMP, c'est le niveau... Je m'en mêle parfois avec les nouvelles classifications, mais puisque éducateur, c'était niveau 3, moniteur éducateur, niveau 4, AMP, c'est niveau 5. Donc on disait AMP, c'est le niveau 5 de la formation éducative. Donc déjà, il y avait un élargissement de l'exercice, et on est arrivé en 2006 à la création du diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social qui a compacté et qui a fusionné AMP, AVS et puis les accompagnants dans le système scolaire au titre de l'inclusion. Donc finalement, on a une évolution des professions, une évolution des institutions, et y compris une hybridation des institutions. Hein, des sections ITEP de MEX ou des sections de MEX dans un ITEP. Enfin, toutes les possibilités sont ouvertes. Maintenant, avec les DITEP ou les DAM, les DIM, on a un élargissement des dispositifs. Mais cette évolution-là, elle est liée à une évolution du rapport aux personnes, de la perception que l'on a des personnes. Ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent dans notre secteur des bagarres plutôt entre corporations, alors qu'au bout du compte, la question, c'est une bagarre autour de la représentation que sont fait des personnes. Il y a un livre sur les foyers éducatifs qui avait été préfacé par le psychiatre qui s'appelle Gibello, qui était quelqu'un dont on pouvait discuter beaucoup les façons de faire, mais il avait eu un propos assez éclairant, je trouve, même s'il est passé un peu inaperçu, quand il dénonçait les classifications vétérinaires. Il y a une conception vétérinaire, parfois, du rapport aux personnes. Et je le dis parce qu'il y a une discussion
sur la notion de besoin. Tout à l'heure, on parlait aussi de Séraphin PH, le fait de parler de besoin plutôt que de demande ou de préoccupation des personnes fait que parfois, autrement dit, on est dans un secteur, pour terminer sur ce propos-là, on est dans un secteur qui a beaucoup de mal à se stabiliser dans ses principes d'action, pour reprendre le titre du bouquin, c'est principes et pratiques, à se stabiliser sur des principes. Ces principes, pour une part, ils ont des fondements historiques stables, mais en même temps, ils bougent beaucoup. Donc, on a une difficulté dans ce secteur face à des évolutions qui, parfois, sont difficiles à comprendre. Alors, j'associe à ça la façon dont j'ai vu la table ronde. Quand vous m'aviez parlé de cette table ronde intergénérationnelle, j'ai trouvé l'idée superbe parce que on sait intuitivement que le secteur social, médico-social, le secteur sanitaire, il fonctionne, ou il dysfonctionne d'ailleurs, beaucoup, par des effets de stratification entre générations. Ça, on est toujours un peu gêné par rapport à ça parce qu'on n'est pas sûr des strates. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est pas parce que, ça a été dit d'ailleurs ce matin, c'est pas parce qu'on est de la même époque, je vais revenir sur le thème de génération, qu'on raisonne tous de la même façon. Mais c'est vrai que ça c'est un des problèmes, et c'est un des problèmes notamment de gestion des ressources humaines, d'avoir à gérer des équipes dans lesquelles il y a plusieurs strates. Parce que là, ça va, les gens ils sont sur des chaises côte à côte, mais dans le quotidien, le fait d'avoir des générations différentes peut poser éventuellement problème. Mais alors, ce qui m'a frappé ce matin, ça vraiment, c'était ici, j'ai noté les propos. Le mot génération, il a été utilisé par 4 personnes, plutôt dans les professionnels expérimentés, pudiquement on va dire ça comme ça, et pas une seule fois par les jeunes professionnels. Autrement dit, et j'ai entendu à 4 fois la même formule, je suis de nos générations. J'ai reconnu tout de suite, parce que moi je raisonne aussi de cette façon. Je suis de la même génération, sur une façon dont je comprends ça. Mais il y a cette idée, il y a la référence à la génération, qui est beaucoup moins parlante chez les jeunes. Et ça, c'est intéressant à le noter, parce que d'ailleurs, globalement, les jeunes parlent peu de génération. C'est les vieux qui parlent des jeunes. On parle de la génération Y, la génération X, Z, etc. C'est les anciens qui disent ça comme si, oui, ça c'est quand même un problème, comme s'il y avait du méconnaissable. En fait, c'est-à-dire, je sais pas trop, j'ai du mal à comprendre comment il fonctionne. Parce que moi, de mon temps, on était impliqués, on était engagés, on avait des convictions. Hein. Et aujourd'hui, alors, on a de quoi s'inquiéter, évidemment, pour de vrai, parce que tout à l'heure, j'entendais parler de formation. Un jour, il faudra le mettre sur la table. La création de Parcoursup, dans le recrutement de jeunes professionnels, hein, je ne parle pas que des éducs, hein, mais de jeunes professionnels, la création de Parcoursup pose un gros problème, ou en tout cas est interprétée par des formateurs, à tort ou à raison, comme étant le fait que finalement, on n'a plus les moyens, enfin je dis les centres de formation n'ont plus les moyens de véritablement valoriser l'expérience antérieure de jeunes. Hein, puisque les conseils régionaux qui financent la formation initiale considèrent que ne peuvent être en formation initiale que des jeunes qui n'ont jamais eu de contrat de travail. Donc, quelqu'un qui aurait été comme cours d'emploi faisant fonction 3-4 ans avant est considéré comme étant déjà dans le registre de la formation continue, donc n'est plus dans les formations initiales. Donc là, il y a effectivement une difficulté parce que le rapport à la pratique n'est pas valorisé comme il a été à l'époque. Quand j'étais formateur et qu'on recevait un nombre de candidats hallucinant, enfin, il y a des centres, d'ailleurs, il y a des chiffres, ça ne nous plaisait qu'à moitié d'ailleurs, parce que j'ai un IRTS, pas en Bretagne, mais un IRTS qui était fier de dire qu'il avait 2000 candidats. Seulement les 2000 candidats, évidemment, payaient
une somme non négligeable, et c'était une source de revenus pour l'établissement qui était tout à fait important. Mais disons qu'il y avait le principe était de dire qu'il n'était pas possible de retenir la candidature d'un jeune ou d'une jeune s'il n'avait pas au moins, alors selon les établissements ça a changé, selon 2 mois ou 3 mois de travail avec des enfants, en tout cas quand on était dans les filières éducatives. Aujourd'hui, cette clause, elle est illégale. Du coup, ça empêcherait de l'accueillir dans la formation initiale. Donc, on est sur des transformations qui sont tout à fait profondes dans ce domaine et qui témoignent d'une évolution. Alors, la deuxième remarque que je me faisais par rapport à ça, la première, c'est l'emploi du mot génération. Mais la deuxième remarque, je me faisais, mais quels sont les éléments d'explication ? Pourquoi je peux considérer qu'il y a des générations, des nouvelles, j'ai entendu des nouveaux professionnels ou des nouvelles, il y a l'idée de la nouveauté, hein, donc une certaine extériorité par rapport à ces nouveaux. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait, peut-être pas une fracture, mais en tout cas qu'il y ait une différence? Qu'est-ce qui explique ça? Et c'est là où souvent on a du mal parce que, mine de rien, ce genre de discussion qu'on a sur ils sont nouveaux, ça c'est la discussion qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années. Mais demain, on n'aura plus cette discussion parce que pour parler des nouveaux, il faut qu'il y en ait. Hein. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une baisse d'attractivité aussi importante que celle qui s'amorce dans le secteur, la question de qui sont ces nouveaux professionnels risquerait de ne plus se poser. Donc, va se poser la question, justement, de savoir, finalement, qu'est-ce qui fait le changement. Alors, ce qui fait le changement, je pense que ça a aussi été un peu évoqué par une des personnes qui est là, c'est qu'il y a, c'est à propos du mot rupture, je crois que c'est vous qui l'avez utilisé, l'idée d'une rupture. Oui, il y a des ruptures. C'est le problème que l'on a, c'est d'arriver à analyser les ruptures. Et sinon, on fait des constats. Les constats sont faciles à faire, ou le constat de la baisse d'attractivité du secteur. Mais qu'est-ce qui fait la rupture? Et là, finalement, on a plusieurs problèmes. Parce que qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas les jeunes professionnels. Alors, enfin, c'est les jeunes professionnels, ok. Ils ont peut-être une façon de se projeter dans l'avenir qui est un peu différente. Mais c'est qu'il y a en fait des mutations en cascade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un changement. Ce n'est pas un changement de démographie professionnelle ou un changement sociologique. Qu'est-ce qui change? On peut lister comme ça rapidement, mais ça, au besoin, on en discutera plus dans le détail. D'abord, il y a des changements sociétaux importants. C'est-à-dire que il faut arriver à bien saisir que, et encore il y a un débat là-dessus, hein, en tout cas à saisir que la société dans laquelle je suis n'est pas la même société qu'il y a 20 ans, 30 ans. Après, la périodisation, ça, on fait comme on veut. Hein. Mais ça, c'est un vrai problème. Un jour, je vais chez un bouquiniste, je tombe sur un petit bouquin qui était des CMEA, et c'était les actes... des stages de Vaugrigneuses. Vaugrigneuses, ça vous dit quelque chose peut-être, c'est un château qui était dans la région parisienne, qui était, je vais dire la Mecque des Samoa, c'est pas bien de dire des choses comme ça, mais enfin, en tout cas, un lieu en couleur. Et ils avaient fait plusieurs journées, donc là c'était les actes, plusieurs journées sur les adolescents difficiles. Et finalement, en lisant les descriptions qui étaient faites avec les vignettes cliniques, etc., une description notamment des bandes de jeunes dans les années 50, à un niveau de violence que, à mon avis, on est loin de connaître en ce moment. Hein. C'est-à-dire que, et du coup, à la lecture, j'ai eu un doute parce que je me suis demandé, est-ce que finalement, ces bandes qui avaient aussi un fonctionnement un peu particulier, mais c'était les bandes de jeunes comme ceux d'aujourd'hui, à peu près les mêmes, ou est-ce que ce sont des jeunes de nature différente?
ou en tout cas pour le dire, est-ce qu'il y a des réalités quasiment anthropologiques différentes qui feraient que, est-ce que, c'est l'hypothèse qu'ont fait certains auteurs, je pense à Marcel Gaucher qui évoquait ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des profils psychopathologiques différents aujourd'hui? Donc, Gaucher répondait oui en disant il y a des troubles de l'identité avec des passages à l'acte gratuits, etc., qu'on n'a pas vu autant dans le passé. Mais c'est la question qu'on peut se poser à propos de tous les publics qui sont en difficulté, que ce soit des personnes âgées, ou même des personnes en situation de handicap. C'est finalement, est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Et ça, c'est une question, évidemment, qui va peser énormément par rapport aux réponses que l'on peut apporter. Parce que je me rappelle à la création de l'AIRE, qui, comme vous le savez, s'occupait des instituts de rééducation, maintenant des ITEP. Ils avaient, dans les années 90, beaucoup mis l'accent, mais pas que, mais ils avaient beaucoup mis l'accent sur la thématique de l'époque, les incasables, les inclassables. Alors, les créailles se sont beaucoup penchés là-dessus. Et il y avait un colloque fameux de l'AIRE qui s'appelait troubles débordants dans des institutions débordées. Vous voyez déjà le problème qui s'annonce, c'est-à-dire que la thématique du burn-out chez les professionnels, elle s'alimentait finalement des évolutions des publics. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon salaire est faible, mes conditions de travail sont mauvaises, il y a un poids de la bureaucratie, etc. Ce n'est pas que ça, il y a des transformations qui s'opèrent qui font que je suis démuni. Voilà, je suis démuni et avec en plus une féminisation du secteur professionnel, un rajeunissement, etc. Donc les phénomènes de violence, d'agressivité devenaient difficiles à gérer. Donc cette idée, on le retrouve d'ailleurs dans le champ de la protection de l'enfance, avec des études comme ils sont de plus en plus durs, ou il y avait une étude aussi d'Hélène Créaille avec Jean-Yves Barrère qui portait aussi sur sommes-nous devenus sourds, hein, donc des interrogations sur les publics. Donc premier élément qui change, ce sont ces évolutions sociétales et la question des publics. Sachant que dans ces évolutions sociétales, j'aurais tendance à mettre en avant deux questions. La première question, c'est celle de l'individualisation, où certains sociologues parlent de l'émiettement des relations sociales, ou des rapports sociaux, etc. C'est l'individualisation. Ça a été évoqué ce matin, la question du collectif. Nous, de notre temps, on avait le souci du collectif. Aujourd'hui, il y a des thématiques qui sont différentes. Elles sont différentes, mais pas de manière négative. C'est-à-dire que je reprendrai la distinction que faisait Robert Castel entre un individualisme positif et un individualisme négatif. L'individualisme positif, si on est issu des générations 68, on ne peut être que favorable à un individualisme positif pour se sortir des carcans de toutes sortes. Ça a été quand même beaucoup à la base des années 60 et 70, cette thématique de la libération. Donc il y a un individualisme positif qui est fait d'affirmation de soi. D'ailleurs, parmi les professionnels expérimentés, un d'entre vous qui a beaucoup qui a évoqué ça. C'est marrant parce que je n'avais pas bien entendu et j'ai noté il y avait une forme de régulation de soi. Après, je me suis dit non, c'est une forme de réalisation de soi. Et je pense que c'était réalisation de soi. Mais vous voyez comment le premier réflexe c'était parce que à l'époque, on déraillait tellement que la notion de régulation, elle n'était pas complètement absurde, quoi. Mais donc, on a ça, c'est l'individualisme positif, c'est-à-dire que, pas au sens de narcissisme, hein, mais au sens de souci de soi, comme disait Foucault, ou en tout cas de demande de reconnaissance. Et ça, c'est très fort dans la thématique de la reconnaissance. Qui aujourd'hui, évidemment, pèse beaucoup dans le rapport au travail. Moi, je veux bien travailler, bien me défoncer, mais il faudrait qu'on me reconnaisse. C'est même pas qu'on me donne de l'argent, quoi. C'est même pas ça. Il faudrait qu'on me reconnaisse, quoi. Donc ça, c'est l'individualisme positif. Mais il y a l'individualisme négatif qui est fait d'isolement. Et ça, on remarquera que
depuis une vingtaine d'années, beaucoup de politiques publiques sont très liées à la question de l'isolement. Ça a été vrai avec le dispositif qu'on appelle Mona Lisa, mobilisation nationale de lutte contre l'isolement, des personnes âgées surtout, hein. Mais au début de la pandémie de la Covid-19, il y a 2 rapports qui ont été faits par Jérôme Guedj, député bien connu, sur la question de la solitude. Et d'ailleurs, ça a été un des problèmes majeurs de la Covid, c'est-à-dire d'amener à un repli des personnes sur leur foyer. Et des fois, sur le foyer, elles sont personnes souvent, prendre des familles monoparentales en particulier, donc un repli. Donc une espèce de repli obligé, et qui fait que la question de la solidarité se pose d'autant plus, puisque c'est une personne. Et là, d'ailleurs, vous le voyez dans l'histoire des rapports officiels, rapports de l'IGAS, mais d'autres rapports sur ceux qui ne demandent rien. En fait, aujourd'hui, ça vous l'avez aussi évoqué avec la thématique de l'aller vers, c'est ça qui se joue. La consigne, mais je reviendrai là-dessus parce que c'est une affaire un peu compliquée, l'histoire de l'aller vers. Hein, mais la consigne, c'est quand même qu'il ne faut pas laisser les personnes s'abandonner à elles-mêmes, parce que derrière ça, vous avez peut-être d'une part des phénomènes de clochardisation, l'augmentation des troubles de santé mentale liés à la santé mentale, et vous avez un problème qu'on avait souvent sous-estimé dans le secteur des personnes âgées, qui est le nombre de suicides chez les personnes âgées. Donc, ça, et la question du suicide occupe quand même pas mal les politiques publiques aujourd'hui. Donc ça, on peut dire que c'est une des premières caractéristiques des transformations de notre société, c'est la question de l'individualisme, de ce que certains d'ailleurs ont appelé le néo-narcissisme, une espèce de mouvement comme ça qui interroge évidemment l'avenir de la société. Donc pour ça d'ailleurs que l'histoire de la génération Y, Z, surtout Y, c'est sous-entendu, on rend sourds nos enfants, enfin, ou en tout cas ils se rendent sourds eux-mêmes. Donc ça c'est une première thématique forte, et évidemment on n'en parle pas trop quand même dans le secteur social, mais comme vous le savez, avant le Haut Conseil du travail social d'aujourd'hui, il y a un Conseil supérieur du travail social. Et il y a 20 ans à peu près, à l'époque c'était Jacques Latsous qui a été vice-président, mais aussi Brigitte Bouquet, etc., sort un rapport sur l'ISIC, et l'intervention sociale d'intérêt collectif, puis d'autres rapports. Il y a une espèce de doute qui plane. À un moment donné, on se dit, mais peut-être qu'il faudrait tenir compte aussi de la dimension plus personnelle, et donc l'autre rapport sur l'ISAP, hein, sur l'intervention sociale auprès des personnes. Donc le secteur est en tout cas organisé en tant que ISIP et ISAC, et ISAP. Je m'occupe à la fois de l'individu, mais je m'occupe aussi de la place dans le groupe. Chez les assistants de service social, ça n'a pas pris de la même façon chez les éducateurs, mais chez les assistants de service social, l'ISIC est devenu finalement une des voies d'action principales, à tel point qu'il a été prévu dans un premier temps dans la réglementation qu'il y ait un stage, comme on dit, un stage d'ISIC obligatoire. Et beaucoup d'assistants de service social se plaignant que les services des conseils départementaux ne permettaient pas la réalisation de ces stages d'ISIC, etc. Donc il y a eu une espèce d'effet de ciseau, on peut dire ça comme ça. C'est à creuser hein, comme hypothèse, mais en tout cas un effet de ciseau entre à la fois une société où l'individualisation s'accélère et le secteur social, lui, qui se bat pour affirmer la dimension collective. Il y a quelque chose là qui a rendu les choses un peu compliquées, ou en tout cas qui interroge sur la capacité du secteur professionnel à tenir compte des évolutions sociologiques, pour le dire. Mais il y a une autre conséquence aussi là-dedans, c'est que dans cet émiettement de la société et dans les phénomènes qui se développent du même coup, va se poser une question dans laquelle nous sommes aujourd'hui,
et qui est liée à l'activité des créailles, pour une part, même si ce sont des activités d'études plus que de recherche pure, mais c'est la question de la recherche. Le problème pour le secteur social ces dernières années, c'est celui de la production de connaissances. Mais il y a valorisation de la recherche en intervention sociale, au-delà de l'analyse des besoins sociaux que vous avez présenté ce matin, mais dans l'idée qu'il faut développer de la recherche en travail social, c'est parce qu'il y a du méconnaissable. C'est un postulat de base sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Parce que si je suis arc-bouté à mes convictions des années 60, je pense qu'il n'y a pas de méconnaissable. Parce que si je suis un militant sûr de mon cours, je vais considérer que non, c'est toujours les mêmes logiques de la société qui renforcent les phénomènes d'exclusion, de stigmatisation, etc. Et là, je peux avoir un discours extrêmement carré là-dessus. Donc, il y a une espèce de difficulté actuellement à prendre le pari qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et la réponse est d'une part la description des phénomènes, ce que font les créailles, ce que fait ce créaille-là, faire des études, etc., mais aussi d'imaginer des hypothèses ou d'imaginer des analyses qui sortiraient un petit peu de l'ordinaire. Et ça, c'est lié à une question sur laquelle on reviendra, qui est le statut du travail social comme un lieu aussi de production de connaissances et comme discipline éventuellement reconnue sur le plan académique. Alors ça, c'est un premier volet, si vous voulez, sur la question de l'individualisation et de la transformation de la société. Et puis il y a un deuxième volet qui est fâcheux, dont on ne parle pas, qui est quand même la question... Alors là, il y a un package, je vais simplifier, la question de la maltraitance. Je dis ça parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines ont été lancés les états généraux de la lutte contre les maltraitances. Et actuellement, le ministère attend des propositions, y compris de modules de formation sur ces questions-là. Alors c'est très frappant, vous voyez, c'est que finalement, quand a été votée la loi du 2 janvier 2002, c'était pour répondre à une crise de légitimité. C'est-à-dire que fin des années 90, ce qui était connu dans le secteur est devenu insupportable. C'est-à-dire les violences auprès des personnes âgées, il y avait déjà le numéro ALMA, mais bon, ça devenait quand même gênant. La pédophilie, le scandale de la page de Lyon, etc. Les scandales financiers, à Île-de-France, entre autres, etc. Vous voyez. Donc un panel quand même qui montre que ce secteur il a besoin d'être régulé et contrôlé. La loi du 2 janvier 2002, elle est votée dans ce contexte-là. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, la question des maltraitances revient comme si c'était quelque chose de relativement permanent. Et quand on dit maltraitance, ce n'est pas maltraitance des professionnels vis-à-vis des personnes accompagnées. En tout cas, ce n'est pas que ça. C'est d'abord une conception plus large de la maltraitance, et une maltraitance institutionnelle. Ce n'est pas uniquement si je tape sur une personne accompagnée, mais c'est parfois la conception même d'un projet pédagogique peut, par nature, être maltraitante. Donc il y a un problème de définition de la maltraitance, mais ça s'accompagne aussi de quelque chose sur lequel, évidemment, on est obligé de mettre l'accent aujourd'hui, qui est la question du non-recours au droit ou du renoncement au droit. Parce que on découvre, vous allez voir le lien que je fais, le lien n'est pas évident, mais enfin, on découvre, il y a une dizaine d'années, que plus de 60% de personnes susceptibles de pouvoir bénéficier du RSA, en fait, ne le demandent pas, ou ne le demandent plus. On a des chiffres un peu moins importants pour l'AH, mais... Or, quand Philippe Varin et son observatoire du non-recours au droit étudient la question, il établit une typologie pour comprendre le phénomène. Les 3 premiers critères, on voit à peu près ce que ça peut donner. C'est que bon, les gens n'ont pas été informés correctement de leurs droits. Les gens, ils ont été informés, mais ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se joue. Et puis, il y a un 3e critère qui est le désaccord. Je suis en désaccord par le fait que je n'ai pas envie qu'on me mette une étiquette de handicapé, avec une AH, etc.
Mais il y a la quatrième catégorie que met en avant Philippe Varin, qui est le défaut de confiance, pour ne pas dire la méfiance, parce qu'on ferait une différence, si on avait le temps, entre défiance et méfiance, mais au bout du compte, et c'est méfiance et défiance vis-à-vis des professionnels ou vis-à-vis des institutions. Et donc cette question du non-recours au droit, elle alimente l'incertitude dans la façon dont les relations se passent entre les personnes en difficulté et les professionnels. Ça, c'est un des facteurs importants, je crois, dans les évolutions. Donc, je disais transformation de la société, transformation des comportements des personnes en difficulté, bien sûr, transformation des institutions, parce que, comme j'ai coutume de le dire, on sort, en ce moment, on sort de la loi du 2 janvier 2002. On a mis longtemps à y rentrer, mais là on en sort. Pourquoi? Parce que quand on parle d'inclusion, quand on parle de référence au droit commun, etc., on sent bien on sort de la logique établissement et service. En tout cas, le travail social ne peut pas se réduire à ça. Et signe des temps, comme vous l'avez repéré, dans le cycle Séraphin, le SE, c'est service et établissement. C'est que la notion de service est passée devant les priorités par rapport à la notion d'établissement, mais probablement qu'on va vers une façon de penser l'action sociale qui va aller au-delà de la logique d'établissement et de service. J'allais dire, on est d'une génération qui a connu la réduction de l'internat, ou qui a connu les effets d'un certain nombre de rapports au début des années 80 et qui a vu se développer notamment l'intervention à domicile, l'accueil familial, etc. Donc il y a une transformation également des dispositifs. Aujourd'hui, on est dans la phase élargissement des dispositifs avec les plateformes. Tout à l'heure, j'évoquais les DITEP, etc. La question, c'est comment les choses vont évoluer peut-être dans une approche inclusive à laquelle nous poussent plus que jamais les instances internationales. Parce que la France est régulièrement condamnée, et à la dernière conférence nationale du handicap, c'est une question qui est arrivée sur le devant de la scène. Donc il y a en cours une mutation de l'ensemble des réponses institutionnelles. Et d'où aussi ce que vous avez évoqué à propos des mentors, la question des pères aidants, des aidants familiaux, etc., qui jouent un rôle important. Et si je dis qu'il y a au moins 4 registres de mutations, s'il y a les mutations sociétales, les mutations des publics, mutations des politiques publiques, des institutions, ben, obligatoirement, il y a une réflexion qui doit se mener sur les mutations des formes d'accompagnement, sur les pratiques, sur la question des pratiques, et c'est un des points tout à fait importants. Alors, pour terminer mon propos, parce que je crois qu'il faut qu'on échange, je voudrais dire une dernière chose. Il se trouve qu'actuellement, le Haut Conseil du travail social fonctionne avec 4 groupes de travail, mais il y a notamment un groupe de travail sur la prospective. Donc, finalement, on a l'impression que quand on va un peu au-delà des constats que l'on fait je reviens à mes strates intergénérationnelles, quand on va au-delà du constat, on a une difficulté double, mais d'ailleurs les deux difficultés sont très liées. On a une difficulté à penser l'histoire, parce qu'en fait, ça c'est un des reproches qui est fait au centre de formation, sauf en Bretagne sans doute, on ne fait pas l'histoire du travail social. C'est-à-dire que si, les dates, oui, c'est une histoire chronologique avec les dates, ça, à peu près, hein, et encore. Mais est-ce qu'on en fait une histoire, quoi, une histoire de ce qui a fait démarrer et dans quelles conditions le travail social du temps des settlements anglais, fin 19e siècle, etc. Donc il y a un vrai déficit dans le regard dans le rétroviseur, mais du coup, on a une difficulté à penser l'avenir. Et c'est à ça qu'on est confronté en ce moment, puisqu'au mois de juin, le Haut Conseil du travail social est censé rendre son livre blanc du travail social, puisque
vu qu'il y avait un livre vert, qui était la photographie de l'existant. Le livre blanc, c'est les préconisations. Et le groupe Prospective, il est chargé de penser les hypothèses ou les scénarios possibles quant à l'avenir du travail social, mais pas dans les 5 ans, mais plutôt à 10-15 ans, voire à 15-20 ans. Et là, ça suppose une prise de risque assez considérable, puisqu'il s'agit de voir quelles sont les hypothèses possibles et de les travailler. Notamment, il y a des scénarios catastrophes. La disparition du travail social, sous sa forme actuelle, est une des hypothèses qu'on ne peut pas entièrement négliger. En tout cas, il faut voir un peu ce que vont donner les logiques libérales ou des logiques inverses. Donc il y a une vraie préoccupation par rapport à ça. Donc la question de l'avenir va se poser de cette façon-là. Et du coup, je vais terminer là-dessus. Les questions qui ont été posées ce matin sur la formation, sur etc., etc., il ne faut pas se les poser pour demain ou pour dans 5 ans. Il faut se les poser en essayant d'imaginer ce que ça va être beaucoup, beaucoup plus tard. Donc il y a une prise de risque, effectivement. Mais ça suppose aussi qu'on accepte qu'il y ait un débat. Et vous voyez, quand je disais les principes et les pratiques sont diverses, mais les principes, ils sont divers aussi. Et qu'il y a des... je donne 2 exemples pour finir. Je reviens sur cette question d'aller vers. Il y a un débat. Aujourd'hui, la tendance, si on va être dans le vent, on sera pour l'aller vers. Mais il y a un vrai débat entre le principe de l'aller vers et le principe de ce qui a été appelé par le Conseil supérieur du travail social, le travail social en retrait. Et pourquoi ? Parce qu'il y a notamment un rapport très intéressant de la PJJ sur l'emprise mentale, et qui montre que comment la difficulté n'est pas d'aller vers ou de ne pas aller vers, la difficulté c'est de gérer la distance à la personne et de savoir si dans certains cas je vais vers les gens, mais dans d'autres cas j'arrête de leur prendre la tête. Et d'ailleurs il y a une thématique forte, parce qu'on a beaucoup parlé de la participation ce matin, quand on parle de développement du pouvoir d'agir, on associe en général la question du développement du pouvoir d'agir avec le maintien d'un espace qui permet aux personnes de se ressourcer et d'exister. Et puis un deuxième exemple, c'est souvent on peut piéger, et les jurys ne sont pas toujours d'une grande finesse, hein, mais les futurs travailleurs sociaux, on les piège archi facilement. Hein. Mais par exemple, en demandant quelle est la finalité du travail social. Et la réponse, c'est de permettre renforcer l'autonomie des personnes en vue de l'exercice plein et entier de leur citoyenneté. Oui, c'est ça. En fait, comme l'indiquent les 2 premiers articles de la loi du 2 janvier 2002, non, il y a 2 finalités. Il n'y a pas une, il y a 2 finalités. Parce que si c'est uniquement de favoriser l'autonomie, on peut aussi aboutir à l'abandon des personnes à elles-mêmes. Donc il y a une deuxième finalité qui est la protection. Et ce qui est difficile dans le travail social, et c'est ça qui fait que le métier est difficile, c'est que je suis amené à gérer finalement des contradictions entre des options différentes. À un moment donné, il faut que à un moment donné, il y a des contraintes qui s'exercent, une obligation, ne serait-ce que par intervention du juge, et à d'autres moments, au contraire, on va aider à l'autonomie de la personne. Donc, finalement, ça sert à quoi la formation ? La formation, elle sert principalement à aider à se positionner dans des couples d'opposition qui sont instables. Et ce n'est pas à acquérir des compétences en fonction des référentiels. Non, c'est vraiment de préparer les professionnels et futurs professionnels à arriver à ce positionnement. Ce qui veut dire, ce que vous faites, favoriser les groupes de réflexion sur la pratique, favoriser la réflexion éthique, etc. Et de ne pas se bercer d'illusions d'un niveau de technicité que, du coup, un des anciens disait qui, pour lui, travailler, c'était jouer un rôle, et de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose. Il faut le prendre dans les 2 sens. Une preuve d'humilité très, très sympa, et en même temps le constat qu'effectivement on n'est pas que dans la technique, on n'est pas que dans les techniques éducatives. On est c'est pour ça que j'aime bien la notion de arrêt métier, hein, et c'est finalement le travail social, c'est un peu ça. Bon, j'étais un peu long. Voilà, merci.